pour la partie déchargement de la pièce, nous avons utilisé le Locobot. Nous allons commencer par vous présenter un petit rappel des objectifs de charge qu'on doit respecter. Ensuite, la méthodologie de ce qu'on a réussi à faire. Ensuite, les résultats et dernièrement, en perspective sur ce qu'on pouvait faire si on avait plus 2. Alors, notre cahier de charge, c'était la création de l'arène de test. Ensuite, la définition de la trajectoire entre le bout du convoyeur et la zone de déchargement. Et la localisation du robot et la navigation. Pour rappel, initialement, nous avons commencé par utiliser ROS2 pour contrôler le robot. Nous avons consacré plusieurs séances à ça pour comprendre le fonctionnement du logiciel. Nous avons réussi à faire une simulation sur Gazebo, mais malheureusement, nous n'avons pas pu établir une connexion entre notre PC et le robot. Alors, on s'est retourné vers la Python, c'était beaucoup plus simple. On a utilisé une connexion Bluetooth. Nous avons réussi à faire la localisation du robot et du mouvement d'obstacle. Laissez-moi vous présenter la méthodologie qu'on a adoptée pour pouvoir accomplir les missions qui nous ont été confiées. Cette méthodologie a été énumérée sous deux ordres. Le premier concerne la modélisation des données des capteurs infrarouges. C'est-à-dire, notre Locobot étant constitué de 7 capteurs infrarouges pour pouvoir obtenir ces données, ces informations stéréoceptives, il nous fallait comprendre un peu les données que ce capteur-là envoie pour pouvoir savoir comment les traiter. Et dans un second temps, je vais vous présenter la stratégie qu'on a utilisée pour pouvoir éviter les obstacles lors de l'aller-retour du Locobot pendant la phase de déchargement. Donc, pour la modélisation des sorties du capteur infrarouge, nous avons commencé par fixer un objet, particulièrement un objet de couleur grise, à une distance donnée. Et ensuite, on a présenté le robot à une certaine distance de cet objet. Et on a récupéré des valeurs en variant la distance de l'objet, c'est-à-dire de l'obstacle, par rapport au robot. Et donc, on a essayé de faire un plot pour pouvoir regarder à quoi cela ressemble. Et voici ce qu'on a obtenu. Donc, en abscisse, vous avez la distance en centimètres. Et en ordonnée, vous avez les valeurs que le capteur infrarouge numéro 3 envoie. Le capteur infrarouge numéro 3, c'est le capteur qui est central. Donc, pour ne pas traiter les angles par rapport aux 6 autres capteurs. Et donc, comme on peut remarquer, plus la distance augmente et plus la donnée que le capteur envoie tend vers 0. On a vu ça, on s'est dit, bon, avec la vue de cette courbe, on pourrait penser à la modéliser sous forme d'une décroissance exponentielle. Et on a eu raison de penser à ça, puisque plus tard, on a remarqué que lorsqu'il n'y a pas du tout d'espace entre l'obstacle et le robot, c'est-à-dire la distance est presque égale à 0, la quantité de lumière ou bien la quantité envoyée par le capteur infrarouge est de l'ordre de 3800. Donc de 3800, lorsqu'il y a une petite distance, il y a une décroissance très rapide au niveau de la valeur. Et donc, avec cette modélisation, on s'est dit, voilà, la décroissance exponentielle pourrait être mise sous cette forme où I serait égal à I0 exponentielle moins lambda D. Et D, la distance de l'objet par rapport à l'obstacle, et lambda serait le paramètre qui va dépendre de la couleur de l'obstacle, de sa nature et même de la lumière ambiante de l'environnement. À partir de cette expression, il nous fallait donc déterminer I0, et c'est donc ce que je viens de vous expliquer. Il suffit de prendre la distance T égale à 0 et on a l'intensité envoyée égale à l'intensité I0. Donc on a cette formule. Mais on n'est pas allé plus loin avec cette formule parce que bon, les obstacles dans l'arène peuvent être de divers ordres. La lumière, on ne peut pas forcément la contrôler. Et donc lambda, on ne peut pas la déterminer avec certitude. Mais quand même, cela nous a permis de définir un intervalle de pouvoir dire, voilà, si la lumière envoyée par le capteur infrarouge est dans tel ordre, on a telle quantité de chances de trouver un obstacle à telle distance. Donc ça nous a permis d'avoir une idée de cette grandeur-là et de savoir comment mieux manager ça. Et donc, on connaît désormais la nature de nos obstacles, et, bon, pas la nature, mais comment les détecter. Si on les détecte, comment est-ce qu'on va faire pour les contourner? Nous avons fait le choix de la navigation réactive en supposant les obstacles comme étant statiques, mais pas trop dynamiques. On va voir ça après. Donc, si l'obstacle est statique et que nous allons opter pour la navigation réactive, cela suppose que nous n'allons pas faire de planification de trajectoire,
Mais nous allons juste nous baser sur la perception et réagir. Donc perception plus action. Et quand le robot perçoit l'obstacle, nous avons défini, nous lui avons demandé de juste contourner l'obstacle, mais indépendamment de la forme de l'obstacle, donc que ce soit circulaire, étoile ou n'importe quelle forme, on l'a juste maillé par un rectangle, donc du genre une enveloppe une enveloppe convexe, pour pouvoir représenter ça sous forme d'un rectangle. Et donc si le robot vient à cet endroit, il va contourner ça comme si c'était un rectangle et reprendre son chemin. Donc c'est la stratégie qu'on a eu à mettre en œuvre par rapport à l'évitement d'obstacles. Pour les résultats de notre travail, nous avons réussi à définir la trajectoire que le robot doit suivre entre le bout du convoyeur et la zone de déchargement. Nous avons écrit un script qui permet de faire un aller-retour de cette zone, tout en évitant les obstacles et en gardant la même trajectoire, tout en autonomie. Nous avons aussi un petit lien pour vous montrer les résultats. Alors ici, nous pouvons voir le robot qui fait les allers-retours entre la zone de déchargement et le bout du convoyeur. Quand il arrive au bout du convoyeur, il fait 190 degrés. Ensuite, il attend un signal pour dire que la pièce est chargée. Mais comme on n'a pas pu établir la communication, on a utilisé juste les capteurs bumper. Quand on appuie sur le bumper, il peut faire le retour. Et ainsi de suite. Il fait 190 degrés une autre fois. Il attend le signal, etc. Ici, nous pouvons voir un exemple quand il y a un obstacle sur sa trajectoire. Il contourne l'obstacle. Il revient dans la trajectoire et suit son chemin. Pareil pour le retour, il rencontre l'obstacle, il commence le contournement, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on avait eu plus de temps? Si on avait plus de temps, ou plutôt qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Eh bien, nous pourrions commencer par fluidifier le manœuvrage du contournement de l'obstacle. C'est-à-dire, au lieu que ça soit des 90 degrés, c'est-à-dire que le manœuvrage soit fluidifié de sorte que, voilà, qu'il n'y ait pas des arrêts un peu fantaisistes. La deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est d'asservir le robot pour garder une distance constante delta pins lors du suivi main 3. Donc, essayer d'asservir pour que ça garde une certaine distance avec le bord 3 de l'arrêt. La troisième chose serait de revenir pour utiliser cette fois-ci ROS 2 sur le Locobot en utilisant directement l'ordinateur qui est embarqué sur le robot afin de mieux gérer le parallélisme au niveau des capteurs qui sont envoyés. Donc, on pourrait directement avoir en temps réel des informations odométriques et en même temps des informations sur les capteurs infrarouges. Et en dernière position, on aurait également pu, ou plutôt la première génération, on travaillait directement sur le bras robotique pour pouvoir saisir l'objet et le déposer. Donc c'est ça.